Élie, merci de nous rejoindre avec un film formidable qu'on a montré à notre public ce matin qui s'appelle Planète et dont tu es le chef opérateur. Alors, Planète, c'est un film qui arrive dans une continuité parce que c'était déjà une série court-métrage et une expérience en VR. Est-ce que tu es associé au projet depuis le début ou est-ce que tu es arrivé sur le long métrage? Alors, en fait, le projet Planète de Momoko, c'est un projet qui a commencé durant ses études au Frénois. Donc, il y a eu Planète A et Planète Z, qui ont été ces deux premiers courts-métrages produits par le Frénois. Et ensuite, elle a enchaîné sur Planète Sigma et Planète Infini. Et à ce moment-là, quand elle a quitté le Frénois et commencé à produire son film autrement que par le biais de l'école, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble. Moi, mon travail au début, c'était, on s'est rencontrés parce que j'étais spécialiste de la haute vitesse, des caméras ralenties. Et elle voulait intégrer cette nouvelle arme à son catalogue. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, je suis devenu chef op sur ces projets. Voilà. Et ensuite, on a travaillé sur Planète Infini que vous avez passé ici il y a quelques années. On est hyper content de pouvoir aujourd'hui montrer Planète dans la continuité de ça. On a l'impression quand on voit le film que c'est un travail absolument colossal, ce qui semble être confirmé par les lieux de tournage, par l'enjeu, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet dans la longueur? Combien de temps ça prend de réaliser un film comme ça? Je pense que Momoko, au moment de la sortie en mars prochain, sera à peu près sur 11 ans de travail depuis le début de l'écriture. Si on prend pas en compte la partie financement, parce que je saurais pas trop, la partie financement et écriture, je saurais pas trop en dire là-dessus. Mais sur notre partie, on a eu un an de préparation, un peu éclaté. Moi, je continue à travailler un peu à gauche à droite. Momoko, elle aussi, avait ses obligations de professionnelle. Et ensuite, on est à peu près sur 3 ans et demi, 4 ans de tournage. En tout cas, 260 jours avérés de tournage éclatés sur toute cette période. Et ensuite, il y a un énorme travail de post-production. 2 ans à la fin du tournage, 2 ans de post-production avant la sortie. Donc c'est monstrueux, c'est complètement démentiel. J'ai énormément de respect pour Moko parce qu'elle a tenu la barque durant tout ce temps. C'est entre les questionnements financiers, les nouvelles des mauvaises nouvelles qu'on peut avoir sur le tournage au fur et à mesure. Enfin, je trouve ça complètement incroyable l'énergie qu'elle a mis là-dedans. Et bah, j'ai eu la chance de travailler avec elle quelques années. Donc on a voyagé un peu dans le monde entier pour ça, en Islande, au Japon. On a fait quelques coins de la France aussi. On a travaillé dans les CNRS, les centres de recherche du CNRS. Donc on a eu vraiment des aventures complètement disparates et complètement folles un peu partout, quoi. Et alors du coup, le nombre de plans dans le film à peu près en prise de vue réelle en extérieur, comme ce que vous avez fait en Islande. Je crois qu'en Islande, vous êtes allé filmer les plus larges décors. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. On a fait à la fois du stock shot, en quelque sorte, puisqu'on a tourné beaucoup de décors extérieurs qui ensuite ont été mis sur les lointains, derrière les maquettes qu'on a tournées un peu plus tard. Et on a fait des séquences réelles qui sont dans le film. Donc on a été avec des drones, puisque en fait les glaciers étaient très difficiles d'accès. Donc je ne pouvais pas imaginer mettre de travelling ou de choses comme ça. Donc en fait l'idée ça a été de travailler avec des drones pour remplacer les travelling. Donc c'était complètement les débuts de la grosse machinerie drone. Moi j'espérais parce qu'on travaillait avec une caméra à haute vitesse, donc c'était des caméras cinéma qu'il faut mettre sur des drones. Donc c'était vraiment les balbutiements des gros drones, les octocoptères qui pouvaient porter ce type de caméra. Donc on a fait ça pour les parties extérieures et pour les parties intérieures, on a tourné dans des caves de glace. Donc on avait des plus petits drones qui se baladaient et qui donnaient un point de vue un peu spécial. Donc ça a été des solutions qu'on a trouvées un peu au fur et à mesure du tournage et au niveau du développement des technologies aussi, ça s'est fait un peu au fur et à mesure dans toute cette partie, quoi. C'est, ça oblige quand même à un profil très particulier en tant que chef-op, de pouvoir travailler sur un projet comme ça. C'est très loin du travail que tu auras en tant que chef-op sur un live action classique. Tout à fait, complètement. C'est complètement, c'est pas du tout mon monde, la fiction classique. Moi, en fait, je viens du monde de la publicité. Je travaillais dans les effets spéciaux. Je me suis spécialisé dans le food, un peu en publicité. On trouve beaucoup d'astuces pour créer des effets spéciaux complètement fous. Donc, en fait, au départ, moi, j'ai un côté un peu ingénieur savant fou.
que j'ai développé au fur et à mesure des années dans une société qui s'appelait Sublab, qui nous a accompagnés sur le tournage. Mais effectivement, moi, mon monde, c'est la macro. Je suis passionné de ça. Je suis un peu un hyper technicien qui voit plein de trucs différents, mais j'ai jamais eu l'occasion d'éclairer des scènes pour de la fiction. Je fais un peu de publicité, un peu de clips, mais c'est vrai que c'est pas du tout un monde que je connais, quoi. Donc il faut un profil un peu d'ingénierie, en quelque sorte. L'idée, c'est de trouver toujours des solutions. On a fait appel à beaucoup de technologies différentes. On avait en fait des échelles de temporalité qui étaient folles. Du coup, on faisait du time-lapse et à l'inverse de l'hyper-ralenti, on faisait des milliers de stocks d'images pour pouvoir retravailler en post-prod derrière. On faisait de la photogrammétrie. On a même essayé de faire de la photogrammétrie avec des robots pour prendre 70 axes de photos et faire un time-lapse avec ces 70 axes pour ensuite pouvoir se déplacer autour. Enfin, c'était de la recherche permanente et de l'ingénierie en continu, en fait. Et donc votre logique de travail, tous les deux, Maoko et toi, c'est-à-dire que c'est tellement technique que tu es obligé d'être force de proposition. Elle vient avec une idée et tu lui donnes les moyens techniques. Tu imagines le moyen technique de la réaliser? Alors, c'est tout à fait ça, mais dans l'idée, en fait, au départ, Momoko est une vraie technicienne, une vraie photographe avec son parcours au Fresnoy. Donc, les idées techniques, pour elle, c'est un peu lié à la science, etc., ce qu'elle peut voir. Et moi, je m'occupe de la mise en place de ce qu'elle a en tête. C'est tout à fait ça. Et à l'inverse, je suis force de proposition de par les équipes avec qui j'ai travaillé et les technologies qu'on a un peu mises en place pour développer des technologies exprès pour ces idées, en fait. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. On a eu une longue prépa pour ça. Je pense qu'on a répondu à 90-95% des demandes visuelles qu'on avait, mais il y a des choses qui étaient encore impossibles à faire. J'en parle assez souvent, mais Momoko voulait à un moment une scène qu'on appelait les Valkyries, où il y avait une cinquantaine de moustiques qui fonçaient attaquer une limace, etc. Et on devait se retrouver au milieu de ces moustiques. Je lui ai dit, là, techniquement, on ne pourra jamais le faire. Déjà, filmer un moustique et réussir à l'avoir dans l'axe, voilà. Mais en synchroniser 50... Donc, je sais un peu où appuyer dans ces cas-là. Je dis, il faudra le faire en 3D. Et dans ces cas-là, Momoko ne supporte pas ça. Donc, c'est que quand j'en arrive à dire, il faudra le faire en 3D, c'est qu'on aura un peu passé toutes les étapes pour, voilà. Je crois que c'est la grande réussite du film en soi, d'arriver comme ça à créer de l'émotionnel et presque de l'onirique en synthétisant le réel. Parce que vous vous fondez vraiment sur une part de réel qui est substantielle. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, comme tu me demandais tout à l'heure, il y avait, je crois, 666 plans dans le film. Et sur chaque plan, c'est composé de plusieurs couches, de plusieurs layers, en fait. Donc, effectivement, ce collage d'images crée cet effet à la fois réaliste et à la fois troublant, en fait, puisqu'on n'est pas habitué à avoir cette vision. Et le fait de mixer des mondes comme la macro ou le fisheye pour des grandes étendues de glace, fait que, en fait, naturellement, avec notre œil, on ne pourrait pas avoir ce rapport d'image. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on propose quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, qui existe vraiment puisqu'on l'a tourné, mais cet assemblage fait qu'on ne sait pas forcément toujours où on est. Et ça crée ce petit flou poétique hors du commun, en quelque sorte. Et avec quand même quelque chose de très narratif, parce qu'on a vu qu'il y a une vraie émotion dans le film, que les gens sortent finalement en sortent émus, parce que vous racontez quelque chose à la fois d'infime et puis quand même de très beau. Arriver à ça en ayant travaillé finalement sur l'infime pendant des années, ça doit être une satisfaction incroyable. Oui, ouais, là c'est vraiment la partie de Momoko qui m'a le plus bluffé, c'est de réussir à donner vie à tout ça, à toutes ces images. Et à créer. Ils y ont pensé bien en amont avec le co-scénariste Alain Lérac, ils ont vraiment travaillé là-dessus pour se rendre compte de comment on pouvait donner vie, une âme et une narration à toutes ces images. Parce que les images, on les avait en tête, mais tout ce lien direct, ça a été un gros travail. Et alors, la première fois que j'ai découvert le film, j'ai été subjugué de voir que le pari était réussi, quoi. C'était ce qui pouvait le plus nous faire craindre, plus que la technique, à mes yeux. Voilà, c'était là où j'étais suspendu aux premières images pour voir si on arrivait à y croire, si voilà. Donc ça s'est fait au fur et à mesure du développement du film, les premiers tests, les choses comme ça. Et effectivement, c'était nécessaire de faire ces graines de pissenlit, ces akènes en 3D pour leur donner cette vie, ce peps qui crée la narration.
Maintenant, on peut que espérer que le public se déplace en salle parce que c'est un film qui se voit sur le plus grand écran possible. Ouais, c'est ça. Le rapport d'échelle, encore une fois, fait qu'on a besoin d'être au milieu d'une salle et d'avoir cet immense écran pour voir ces immensités de monde qu'on connaît pas, en fait. Donc c'est vrai que j'inviterais le public au maximum à aller le voir en salle au début. Même si après, il y a un intérêt, c'est que, étant donné que c'est un film complètement lyrique et sans parole, il pourra être vu pendant des années dans le monde entier. Donc il y a un côté assez accessible qui fait que peut-être un jour ce sera sur des plateformes ou autres. Et je trouve que c'est un plus pour ce film, c'est qu'il peut toucher beaucoup de public et voir vraiment large.